Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est lundi et vous passez une journée fantastique. Comment je le sais ? Eh bien, parce que êtes-vous un pétrolier de la flotte fantôme russe ? Un pétrolier ? Si vous ne l'êtes pas, vous passez une journée fantastique parce que j'ai une vidéo de vous. À quel point le pétrolier passe une journée fantastique ? Pas vraiment. L'Ukraine a décidé d'attaquer 2 pétroliers de la flotte fantôme russe en mer Noire. Virat et Kairos, c'étaient les noms des 2 pétroliers, et ils les ont attaqués avec des drones maritimes. Appelés Sea Baby, on peut donc presque dire que des Sea Babies ont coulé ces 2 pétroliers, et nous avons une vidéo à ce sujet. Est-ce que cette journée pourrait être encore meilleure ? Non, regardons la vidéo, profitons-en, faisons de notre lundi une belle journée. C'est la mer, bébé, c'est l'un des pétroliers, Kairos ou Virat, et c'est tellement bien, c'est tellement juteux. Regarde ça, c'est la coque ou l'arrière, c'est là que se trouvent les rotors tournants qui propulsent le navire vers l'avant. Excuse-moi pour mon anglais, mais si tu frappes là, tu immobilises le navire. Bada boum liberté. Sanctions à l'exportation appliquées. Ce sont les sanctions ukrainiennes contre les exportations de pétrole russe. Regarde ces magnifiques flammes de la liberté. Elles sont merveilleuses. Je les aime tellement. Mais il y a un autre pétrolier qui doit être immobilisé, libérisé. Ici. Il se connecte à l'arrière du 2e pétrolier. Badaboum, la liberté est exportée. #2. Belle explosion. Au fait, plusieurs drones, plusieurs petits bateaux de mer les ont attaqués. Et ces flammes magnifiques réchauffent mon cœur, elles illuminent mon lundi. C'est arrivé le matin, tôt le matin du 28 novembre, donc c'était il y a environ 3 jours. Le week-end, nous passions tous un bon moment à dormir pour récupérer, mais maintenant il est temps d'en parler. Et ces pétroliers étaient immobilisés, ils étaient en vide d'ailleurs au moment de l'attaque. Je ne sais pas ce qui se serait passé s'ils avaient été remplis de brut russes. Je veux dire, le brut brûle extrêmement lentement, et il faut une température assez élevée pour l'enflammer. Voici à quoi cela ressemblait. C'est impressionnant, et ils étaient vides, non remplis de brut. Quels étaient les 2 pétroliers ? Eh bien, Kairos, un pétrolier Suezmax construit en 2002 et battant pavillon cambien, avait été sanctionné par l'Union européenne, le Royaume-Uni et même la Suisse. Je veux dire, si la Suisse te sanctionne, tu sais, le pays neutre, c'est que tu dois vraiment faire quelque chose de mal. 1 heure après cette attaque, le 2e navire, Virat, a été attaqué. Il a été construit en 2018, et c'est celui-ci, sur la liste des sanctions des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Canada. Donc ces pétroliers de la flotte fantôme rapportent des millions à l'effort de guerre russe et sont sanctionnés par presque toutes les grandes nations occidentales. Voici quelques belles photos pour nous dans la nuit du 28 novembre, très jolies. Voici les mêmes photos le lendemain matin, ça brûle toujours, c'est toujours très joli. Ici, vous pouvez voir où le pétrolier Virat a été touché, et il a dérivé un peu vers le sud jusqu'à la côte turque. Et maintenant, il est remorqué vers la côte parce qu'il ne peut vraiment pas manœuvrer tout seul. Encore de superbes photos pour vous. Voici l'emplacement approximatif où ces 2 pétroliers ont été touchés. Et bien sûr, ils vont être remorqués vers la Turquie parce que c'est le rivage le plus proche et c'est ce qu'il faut faire. Voici le pétrolier Kairos. Le lendemain matin, il est à nouveau en cours d'extinction. S'il avait été rempli de pétrole, oui, on n'éteint pas vraiment un grand incendie de pétrole. Éteindre un incendie avec de l'eau ne fonctionne pas ainsi. Mais comme il était vide, il s'est éteint. Aucun de ces pétroliers n'a coulé, donc ils ne dorment pas avec les poissons. Mais on pouvait voir combien d'huile ou de carburant ils transportaient juste dans le moteur qui fuyait dans l'eau, on pouvait voir la traînée en feu derrière. Je suppose que les poissons eux-mêmes dorment avec les poissons parce que c'est mortel pour eux. Tu sais, c'est ce qu'on dirait. Ces trous peuvent te paraître petits, mais je pense que les plus gros dégâts sont sous l'eau, sur la coque. Eux, ils prennent l'eau, mais ils ont été remorqués, ils n'ont pas coulé. C'est ce que je veux dire maintenant. Quelqu'un a filmé à bord du pétrolier Kairos la façon dont ils ont réagi aux impacts et la réaction semble assez professionnelle. Ils attendent et sont toute leur équipe comme il se doit, puis ils partent dès qu'ils voient le dernier homme arriver. Maintenant,
Il monte sur le pont. Sur le pont, ils comptent tous. Tous portent les gilets de sauvetage. Regardez cette traînée de carburant. Ce n'est pas le pétrole brut transporté, mais du carburant venant de la salle des machines. Je suppose, corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. Oui, ce n'est pas bon pour l'environnement, mais qu'est-ce que vous voulez faire? La Russie n'est pas bonne pour l'environnement. Et frapper ce pétrolier, vous savez, c'est faire du bien à l'humanité. Il brûle, au fait. Eh oui, d'accord, le navire est en train de brûler. Je veux vous montrer quelque chose que je ne peux pas inventer. Je veux dire, c'est juste trop parfait. À un moment de la vidéo, il y a un écran où il est écrit « Interdiction de fumer » et « La sécurité d'abord ». Et tout le navire est en train de brûler. C'est juste, je ne peux pas inventer ça. L'équipage de ce navire fumait de manière extrêmement négligente sur le pont. Je veux dire, il y a un panneau d'interdiction de fumer, mais tout a brûlé. J'aurais aimé inventer tout ça, mec. Non, ça s'écrit tout seul, c'est la Russie qui fait ça. Vous pouvez voir ces deux pétroliers, ils sont très carbonisés à l'extérieur, mais ils n'ont pas coulé. Mais maintenant, mes amis, je veux revenir 2 semaines en arrière, car nous sommes le 14 novembre. Au terminal d'exportation de pétrole de Novorossiysk en Russie, c'est l'un des plus grands terminaux d'exportation de pétrole maritime du sud de la Russie. L'Ukraine l'a frappé de plein fouet avec des missiles Neptune, des drones aériens et maritimes. Et ce n'est que maintenant que nous avons reçu une vidéo, cette vidéo en particulier, je ne vais pas tout regarder. Et ça a explosé quelque part. Le truc, c'est que les gars qui parlent ici, ils parlent, tu sais, corrige-moi encore, ils parlent tchétchène ou turc ou quelque chose comme ça. Ils ne sont pas russes, mais ils sont dans le port de Novorossiysk. Maintenant, je veux juste te montrer la guerre des étoiles. Regarde ces lasers. Toutes les 4 ou 5 balles, il y a une balle traçante, donc si tu as vu beaucoup de traçantes, tu sais. Il y a 5 fois plus de balles dans cette zone très urbanisée, et toutes ces balles qui montent finissent par redescendre. Elles touchent une voiture, un appartement, elles frappent au hasard, quelqu'un qui marche dans la rue. Ce n'est pas bon. De plus, ils ignorent ce qu'ils visent et tirent seulement par ordre. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là sans rien faire? Tu entends? Les drones ripostent? Merde, mais ils ne voient pas ce qu'ils visent, alors ils se font beaucoup de dégâts eux-mêmes. Je veux dire, regarde ces lasers qui montent et descendent dans des immeubles d'habitation, c'est dingue. Waouh, cet air est saturé de métal, c'est fou. D'accord, je ne vais pas mentir, on vient d'avoir cette vidéo. C'est pour ça que je vous montre ici des vidéos qui datent de 2 semaines. Mais c'est une super vidéo. Il y a une autre vidéo du même assaut. Ici on voit parfaitement les impacts. Ce projecteur bleu cherche les drones. Là, il tire dans la direction du projecteur, mais les frappes se produisent à l'écart, juste ici. Regarde cette explosion, la liberté exportée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé ces drones, ils tiraient en l'air et les drones ont quand même atteint leur cible. Je vous présente une discussion des chaînes Telegram russes sur l'attaque de Novorossiysk d'il y a 2 semaines. Il y a eu une autre attaque il y a 2 jours, mais on parle ici de celle d'il y a 2 semaines. Maintenant, l'Ukraine a mené l'une des opérations les plus réussies de toute la guerre à Novorossiysk. Je ne serais pas surpris que beaucoup n'en aient jamais entendu parler, car ce n'était pas aussi médiatisé que l'opération Toile d'araignée. Les drones ont détruit les systèmes S-400, la zone de positionnement, fait exploser 4 des 7 lanceurs et détruit 2 radars. Après quoi une frappe de missile, Neptune Strike a été lancée sur le terminal pétrolier de Sechkaris. Voilà donc les Russes qui parlent des Novorossiysk. Ils n'aiment pas ça du tout. Selon Reuters, les exportations de pétrole via le terminal ont été temporairement suspendues, ce qui représente environ 20% de toutes les exportations de pétrole russe, soit l'équivalent de 2% de toutes les exportations mondiales. Oui, toujours content de lire à propos du mécontentement russe, à propos des sanctions ukrainiennes. Au fait, le 28 novembre, lorsque ces 2 pétroliers ont été touchés par les bébés de mer ukrainiens, Novorossiysk a de nouveau été frappé, encore une fois par des drones maritimes. Selon les médias russes, l'attaque a eu lieu vers 4 heures du matin. Des drones navals ont attaqué le terminal de chargement de pétrole, sans provoquer de fuite. Donc l'Ukraine est en train de démanteler le Novorossiysk.
Les postes ou quais d'amarrage pétrolier, peu importe leur nom. Ces infrastructures, ce qu'ils utilisent était pour charger le pétrole, l'équipage sur les navires. C'est cher, c'est difficile à construire, ça prend du temps. Si vous le détruisez, c'est perdu. Ce sont des dizaines de millions de dollars pour les Russes qui proviennent de ce port de Novorossiysk. Eh bien, c'est fini d'ailleurs. Il y a encore plus. Ça devient de plus en plus fou. Un autre pétrolier de la flotte fantôme russe, au même moment, commençait à couler au large des côtes du Sénégal. Maintenant, ça c'est en Afrique de l'Ouest, tu sais. C'est un pétrolier de la flotte fantôme russe. Donc ça fait 3 pétroliers en l'espace de 48 heures, le 28 novembre. C'est ça. On ne sait pas si c'était l'œuvre de l'Ukraine ou non, mais en général, la Russie utilise des pétroliers assez vieux dans sa flotte fantôme. Donc parfois, s'il commence à couler comme ça, c'est vraiment mauvais. Et je vais terminer ce sujet avec Rosneft, le graphique des profits ou plutôt des pertes. C'est encore dans la marge bénéficiaire, mais vous savez, ça va très bientôt passer sous la ligne zéro. Rosneft. Bénéfice net en milliards de roubles, selon les normes internationales d'information financière. Maintenant, Trump a appliqué ses sanctions quelque part ici. Premier trimestre, 25, bénéfice de 170 milliards. Deuxième trimestre, 75. Troisième trimestre, 32 milliards de roubles de bénéfices, ce qui est de l'argent de poche pour l'armée russe. Donc oui, ils vont commencer à perdre une somme d'argent folle à cause de ces sanctions. En plus de ces 3 pétroliers et de l'attaque contre Novorossiysk et d'une autre. J'ai une vidéo pour vous. Depuis le champ de tir de missiles Yasny, la Russie a testé son missile Sarmat, un missile balistique intercontinental. Oui, on dit missile balistique intercontinental, non. Sarmat serait le plus récent et le plus puissant. Tu sais ce que disent les Russes, ce que la propagande dit à propos de ce missile? Ils l'appellent Satan II. Je ne plaisante pas, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Missile russe, Satan II, test de missile balistique intercontinental. Eh bien, regarde-le, regarde comment il fait, il monte, il est un peu ivre, comme c'est un missile russe, donc il est un peu bancal, tu vois. Ensuite, il fait un 360 sans viser dans les airs. Il se retourne, fait un petit kaboum et fonce vers le sol. Très russe de sa part, regardez-moi ça, plein gaz vers le sol. Et Satan II n'existe plus. Ouais, c'est censé être le tout nouveau missile balistique intercontinental russe qui fait peur aux Américains. Ça, vous savez, pour Washington, c'est ce qu'ils en disent. On va le lancer et il n'y aura plus de Washington. Eh bien, il n'y a plus de champ de tir de Yasny parce qu'il vient juste de le détruire. Au fait, nous sommes le 28 novembre 2025. Que s'est-il passé il y a un an, en septembre 2024 ? Eh bien, ils ont testé exactement le même missile il y a un an sur un autre champ de tir. Nous n'avons pas de vidéo de l'événement, mais des images satellites du site d'essai. Et il y a un cratère avant, mais plus de cratères après le test Satan II, ce qui a une signification importante. Il a explosé, il est tombé et il a explosé, donc c'est assez drôle. En 2024, il détruit un site de missiles. En 2025, il se déplace vers le champ de tir de Yasny, où il tombe et provoque une explosion. Donc Satan II détruit 2 sites de missiles en Russie. Je ne suis pas sûr qu'il soit destiné à Washington. Il détruit les sites de missiles russes un par un. Je n'ai rien inventé, tout est dans ce fil. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Tu peux cliquer sur le lien dans la description si tu veux le lire. Ouais, c'était magnifique à regarder. Maintenant, mes amis, j'ai une question de bingo pour vous. Et ce n'est pas le bingo de la raffinerie de pétrole. C'est le bingo de la viande russe. Combien d'unités de sacs de viande russe voyez-vous sur cette photo ? Ce n'est pas une photo, mais une vidéo que nous allons regarder. C'est un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un autre 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 30. J'en compte 30. Corrigez-moi si je me trompe. Combien en avez-vous compté ? Ça fait 30 morceaux de viande, ça fait beaucoup de viande hachée. Même pour la Russie, mais c'est l'une des lignes défensives ukrainiennes et elle possède un énorme fossé anti-chars. Et vous pourriez penser, d'accord, ça arrête les chars, mais pas l'infanterie. Eh bien, cette vidéo vous montre que ça arrête aussi l'infanterie.
De plus, tout type d'obstacle physique dans la ligne défensive contre la Russie, qui utilise principalement l'infanterie, fonctionne parce que l'infanterie doit s'arrêter et dégager l'obstacle. Et ceci. Dans cette vidéo, on peut voir comment ça se passe pour eux. Ici, une trentaine de sacs de viande autour de ce soldat qui essaie de se relever du fossé anti-char. Et il est tellement profond que c'est vraiment un problème pour lui de se relever. Il grimpe, il est un peu ivre comme vous pouvez le voir. Un peu chancelant, peut-être vacillant à la russe, il essaie de se relever, il y arrive. Bonne journée pour lui. Sur les genoux. 4 roues motrices, puis 2 roues de nouveau. Et il y a un drone ukrainien qui meurt d'envie d'exporter un peu de liberté, bien sûr. Il trouve l'homme russe à 4 roues motrices, tout chancelant. Voyons voir quel sera le résultat. Qu'en pensez-vous ? Il prend le sac à dos avec la vodka. Regardez comme ces fossés anti-chars sont grands. Je veux dire, ils fonctionnent, ils ne sont pas obsolètes, ils font leur travail, même contre l'infanterie. C'est fou. Donc le drone veut donner un petit bisou à ce Russe, cet homme tout chancelant. Au fait, il y en a un autre juste ici. 2 sacs de viande bougent encore, un ici et un dans le fossé. Mais celui qui est sorti va recevoir un baiser très bientôt, directement dans le sac à dos. Et nous avons de belles petites flammes de liberté, fumier exporté appliqué. Mais il y en a un autre juste ici, il n'a pas été touché. On ne voit pas ce qui lui arrive, mais je pense que vous pouvez deviner ce qui lui arrive. Il y a peu d'opportunités, donc oui, ces fossés anti-chars fonctionnent. Les dents de dragon marchent, concentre-toi. Un fil barbelé marche très bien. Si tu es un pays voisin de la Russie, applique simplement des lignes défensives jusqu'à la frontière russe, et ils auront des problèmes avec ça. Ils ne la franchiront pas comme toi avec ton esprit et ton intelligence occidentaux. Moi non plus, je ne la franchis pas ainsi. Ils utiliseront 30 sacs de viande pour simplement la remplir de corps, et ensuite peut-être qu'ils la franchiront, donc ça fonctionne. Sur ce même sujet, je veux vous parler du commandement du 22e corps d'armée de l'armée russe, où un général donne une carte postale aux soldats, et voici l'un de ces soldats qui réagit à cette carte postale avec de bons vœux. C'est vraiment très croustillant. Quoi de neuf, mon pote ? Regarde la merde qu'ils nous ont donnée. Igor Tomchine, c'est le maire général, Igor Domchine, général de division. La mort n'est pas un péché, mais un exploit. Pourquoi ne mourraient-ils pas eux-mêmes ? Oui, du bon côté des choses, on en a tout un tas. Ouvrons-les et faisons-les briller. Attends, ouvrons. Il y a un grand-père, un dédouchka russe. Regarde, il veut fumer une cigarette. Allumons-la. Donc ils utilisent le salut du général-major pour allumer une cigarette. Ce vieil homme ici te dit déjà de quelle unité il s'agit. Parce que certains Russes, comme la majorité des unités russes, n'ont pas de limite d'âge, mais certaines unités russes en ont une. Les assauts de chair à canon, les Storm Z et les unités de handicapés vont au front et ne survivent que quelques jours. Ce sont les vieux gars, donc oui, c'est une sorte d'unité d'assaut. Et ils reçoivent ces lettres de motivation, qu'ils utilisent pour allumer leurs cigarettes. Assistance du commandement de l'armée. Ne ramasse pas ces ordures. Ces types ont encore de l'humour. Ils parlent du front. J'ai plus de vidéos pour toi. Cette fois, ce sont les Katirovites, les unités Amatsila. Ces gars-là, le bataillon TikTok, comme tu dis, ne savent pas vraiment se battre. Ils prennent des stéroïdes et ils font des vidéos TikTok où ils tirent en l'air avec des Kalachnikov. À environ 30 km du front, on ne les voit plus vraiment beaucoup, seulement quand ils se perdent parfois près des lignes de front. Alors on les voit subir des pertes. Et voici une de ces vidéos, regardons-la. Parce que vous savez, pour bien commencer un lundi, il nous faut un peu de tchétchène. Avec des barbes et des mines ukrainiennes, c'est une super combinaison. Donc ils ont trouvé des mines ukrainiennes et ils les ont désamorcées. Oura Matulahi, c'est dans ton foie, garçon, t'es chaud, Allah. C'est ce qu'ils répètent tout le temps. Je ne pense pas que ça va les aider.
Ils ont décidé de désactiver ces mines ukrainiennes eux-mêmes. C'est une façon très russe de faire les choses. Des Tchétchènes combattent avec les Ukrainiens. Rien à dire contre eux, ce sont d'excellents combattants. Mais ces Kadyrovites, je ne sais pas combien de neurones ils ont. Je ne suis pas vraiment sûr. Si vous savez, dites-le moi. Mais oui, regardez-les. De grandes barbes, mais pas de neurones. Plus la barbe est grande, plus les neurones sont petits. Oui, ils ont trouvé les mines terrestres et ils ont décidé de les désamorcer. Voici la dernière vidéo pour égayer votre lundi avec des images. Voici d'incroyables images d'Ukrainiens testant leur véhicule terrestre sans pilote. Véhicule terrestre sans pilote. C'est comme un drone, mais sur roue, au sol ou sur des chenilles, peu importe. Ce drone devait être testé et il est équipé d'une Browning américaine calibre 50, n'est-ce pas? Il n'était pas censé participer à la bataille, il devait seulement être testé. Tu n'en as pas marre que les Russes attaquent en blindé juste quand tu testes ta nouvelle technologie. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils le testaient en tâte quand un BMP est soudainement apparu. Un BMP russe. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien évidemment tu as la gâchette qui te démange, tu veux les envoyer dormir avec. Les gaz ont ouvert le feu sur le BMP, qui passe tranquillement à côté. Ce VUG est simplement en train de lui offrir la liberté. C'est le paradis. Si j'étais une start-up de drones en Ukraine testant mon VUG, c'est le terrain d'essai idéal. Regardez ces images magnifiques. Il fait demi-tour, effectue encore quelques tests, exporte encore un peu plus de liberté. Et il est possible que ce soient aussi des munitions américaines. J'adore ça, c'est génial. Merveilleux. Voilà, c'est tout pour lundi. Je reviendrai demain, peut-être jeudi, mais sur lundi, mercredi et vendredi. Alors si vous aimez ma chaîne, mes vidéos, abonnez-vous et à ma prochaine vidéo. Slavo Ukrania, au revoir.